Quand vous passez tous les jours près d'un dealer, que vos enfants le voient, que vous devez donner votre carte d'identité pour entrer chez vous, vous n'avez pas le même regard sur la société et la réalité est ce qu'elle est. Quels sont les 3 conseils que vous pourriez donner à une entreprise pour se préparer au cyber-risque en 2026 ? Les 3 conseils seraient les suivants. Est-ce que, justement, en tant que magistrat, vous êtes soumis à une pression populaire, pression politique ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Clash au Cash, le réveil juridique des entrepreneurs. Aujourd'hui, on ne reçoit pas un entrepreneur, mais on reçoit un magistrat. C'est un magistrat qui a travaillé au parquet. C'est un magistrat qui aussi intervient sur de nombreux sujets en matière de cybercriminalité. Nous allons parler dans ce podcast démocratie, état de droit, IA, bien entendu. On va avoir vraiment des sujets extrêmement intéressant. On est très heureux de vous recevoir. Merci de votre présence. Bonjour, monsieur Xavier Leonetti. Bonjour, monsieur Leonetti. Bonjour, merci pour votre invitation. Je vous ai présenté en quelques mots, mais est-ce que vous pouvez nous reparler un petit peu de votre parcours ? Alors, mon parcours, c'est plusieurs vies en une. J'ai eu un premier parcours au ministère de l'Intérieur. J'étais officier de gendarmerie. Et puis, j'ai souhaité ensuite basculer dans la magistrature, que j'ai intégré maintenant depuis plus de 10 ans. Et dans ce cadre-là, j'ai exercé essentiellement des fonctions au parquet, différents parquets, et notamment la JIRS de Marseille, qui est sous les feux des projecteurs dans le cadre notamment de la lutte contre les narcotrafics. Et au sein de la JIRS de Marseille, j'étais en charge tout particulièrement de la lutte contre la criminalité organisée en matière économique et financière. Et à cette occasion, j'ai pu mettre aussi en valeur ce que j'avais appris dans mon premier métier, c'est-à-dire l'accompagnement des entreprises, la sécurité économique et la lutte contre les atteintes cyber, que je suis ensuite allé exercer au ministère de la Justice en qualité de chef de la mission de lutte contre la cybercriminalité. Vous avez travaillé à la JIRS de Marseille, donc vous êtes intervenu aussi sur des dossiers de narcotrafic. Quelle est votre vision aujourd'hui de l'évolution du narcotrafic en France ? Alors, beaucoup de choses sont écrites et détaillées par les différentes autorités, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Justice. Je vous dirais, le narcotrafic ne fait pas simplement que remettre en cause l'état de droit, il crée un droit alternatif, comme on peut l'observer dans certains pays, c'est-à-dire que le droit qui va s'implanter, c'est celui du plus fort, de celui qui a le plus de moyens financiers, mais aussi qui est le plus dangereux. Et l'enjeu est sociétal. L'enjeu est sociétal pour que chacun prenne conscience que on ne peut pas à la fois dire « Mon Dieu, c'est horrible qu'un enfant de 15 ans soit mort d'une balle dans la tête et ensuite brûlé vif. » Enfin, brûlé vif, il était mort, pardon. Mais on ne peut pas dire ça et de l'autre côté, parce qu'on est samedi, se faire un rail de coke et fumer un joint. Il faut assumer ses actes. Et on participe tous d'un collectif. Et si mon intérêt, c'est de me faire plaisir, il faut voir les conséquences. Et on ne peut pas être bienveillant d'un côté et aller se fournir auprès de mineurs qui sont exploités, qui sont tués par des réseaux de criminels. C'est aussi en fait aux consommateurs et aux citoyens justement d'avoir cette vigilance. Alors la problématique en la matière, évidemment, il y a une problématique de santé publique qui est majeure. Vous pourrez dire à quelqu'un qui est accro, addict, qu'il doit arrêter, il ne le fera pas. Mais il y a une problématique globale, et le narcotrafic, ce n'est pas que cela, c'est aussi de la géopolitique, de voir quels sont les pays qui fournissent, et de voir aussi les moyens de lutte au regard des aspects numériques qui sont de plus en plus utilisés par les narcotrafiquants. Je pense aux téléphones chiffrés, je pense aux cryptoactifs. Et peut-être même à du marketing en fait pour envahir des marchés avec leur drogue en fait. Aujourd'hui, peut-être ils utilisent des techniques de plus en plus proches des codes des réseaux sociaux, avec du marketing aussi, je crois du packaging sur les produits, etc. Donc effectivement, ça c'est Il faut voir l'économie souterraine comme une économie et une entreprise criminelle comme une entreprise. Ils utilisent les mêmes vecteurs, ils utilisent les mêmes codes
que les grandes entreprises que l'on connaît. Vous parlez de packaging, marketing, management, politique, stratégie. Et il faut voir aussi des rapprochements. Sauf que derrière, on peut se prendre une balle dans la tête quand même assez rapidement. Ce qui n'est pas le cas encore dans les entreprises. C'est la concurrence pure et parfaite, version narcotrafic. Et en fait, vous aurez, si je file la métaphore jusqu'au bout, vous aurez des fusions-acquisitions entre mafias. Une mafia qui a un bon réseau de distribution, je pense, italienne, avec des mafias plus spécialisées dans le cyber, je pense plutôt Europe de l'Est. Ils vont s'associer et ils vont créer en quelque sorte, joint venture. Et vous avez tout à fait raison, sauf que là, je parle aussi aux entreprises. C'est-à-dire quoi, le narcotrafic? Vous avez votre commerce aujourd'hui dans une ville qui va voir des points de stup se développer. Vous avez un concurrent qui apparaît, sauf que lui, il est financé par le narcotrafic, donc déjà, il n'a pas les mêmes coûts. Et puis, si vous lui faites vraiment concurrence, un jour, vous allez peut-être brûler. Un jour, vous allez recevoir des menaces sur vous, vos enfants. C'est une réalité très concrète qui va innerver l'économie réelle. Donc là, on parle de l'état de droit aussi qui est véritablement menacé sur ce plan. Oui, parce que l'état de droit, c'est aussi donner confiance aux gens qu'ils peuvent vivre dans un environnement sain qui les protège. Moi, je pense toujours, vous savez, aux gens qui vivent dans les banlieues où se trouvent des points de deal, ou non banlieues. Vous avez des points de deal dans les centres-villes, mais quand vous passez tous les jours près d'un dealer, que vos enfants le voient, que vous devez donner votre carte d'identité pour entrer chez vous, vous n'avez pas le même regard sur la société, et la réalité est ce qu'elle est. Elle est dure. Quand on parle de narcotrafic, on parle aussi de mexicanisation. C'est donc faire référence à des cartels. Et c'est donc dire sur la route sur laquelle nous sommes, il y a des gens qui sont plus loin, voilà où ils en sont. Voilà le risque. Regardons où ils en sont et essayons de réagir, là aussi de manière collective. La lutte contre les narcotrafics, ce n'est pas que la justice, ce n'est pas que la police et la gendarmerie, ce sont évidemment d'autres services, mais c'est pas cela mon idée, c'est de la santé publique au départ, parce que vous avez aujourd'hui le protoxyde d'azote qui est utilisé comme une drogue, et vous avez une politique globale, finalement, de faire en sorte de lutter et de redonner confiance dans les quartiers, de redonner confiance aussi aux gens, de se détourner de ces trafics. Et là encore, on en revient sur l'éducation aussi, le sens est donné finalement aussi à ces enfants, peut-être une confiance en l'avenir. Oui, et les protéger aussi. Les protéger parce que les choufs, pardon d'employer ce mot, mais c'est les guetteurs qui sont sur les points de deal, les gens qui vont opérer les petites mains du deal sont souvent des gens qui sont exploités et qui sont séquestrés pour certains d'entre eux. Vous avez des étrangers en situation irrégulière dont les passeports, les pièces d'identité sont confisquées, et lorsqu'ils ne travaillent pas bien, ils sont à minima violentés très fortement, voire exécutés. Comment les nouvelles technologies viennent impacter je dirais le droit, la manière de l'appliquer, la manière de mettre en œuvre les règles? Les questions des moyens, c'est une question complexe. Et je vais, à travers une remarque, vous faire prendre conscience de cette difficulté. Et même pour les auditeurs qui nous écoutent. Si je pose une question, parmi vous, nous sommes ici, et parmi ceux qui nous écoutent, qui n'a jamais reçu un SMS frauduleux, une tentative de phishing par courriel? Probablement que, si vous nous écoutez, vous avez un système numérique, et probablement, je vais m'avancer un peu, mais que 100% des auditeurs et de nous avons déjà reçu ce type de tentative ou d'escroquerie qui s'est réalisée. Eh bien, cette question et la réponse des 100% caractérise le problème, et caractérise quoi aussi? Une révolution numérique. Si je pose la même question, qui parmi nous n'a jamais fait tentative de cambriolage, par exemple? J'espère que des questions comme celle-là feraient appel à des réponses où les gens lèvent la main. Eh bien, en matière numérique, le fait que 100% soient touchés, c'est ça la révolution. Et l'enjeu pour l'État, c'est de répondre à cette massification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des quantités de victimes potentielles, voire de victimes tout court, et il faut répondre à ce besoin. Comment aujourd'hui sont organisées les forces de l'ordre pour lutter contre ce type d'escroquerie? On sait aussi qu'il y en a beaucoup qui sont, par exemple, commises depuis l'étranger. Comment ça se passe concrètement?
Alors, c'est répondre à la question, mais que fait la police? Que fait la justice? En la matière, déjà sur le point IA. L'IA, c'est un peu comme l'arrivée des voitures. Les braqueurs braquaient à pied, puis ils braquent en voiture, mais les policiers patrouillent à pied, ils patrouillent maintenant en voiture. Et l'IA peut être utilisée à la fois comme outil d'attaque et de défense. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pourrez lire un rapport IA et justice, juin 2025, disponible sur Internet Justice ou l'ENM Justice. Cela signifie quoi? Un exemple concret, on parle des escroqueries. Aujourd'hui, vous pouvez, pour 5 cas particuliers, déposer plainte en ligne. Ce n'est pas une pré-plainte, c'est une dépôt-plainte en ligne. Comment vous faites? Vous allez sur servicepublic.fr, onglet arnaque, et vous déposez plainte. Et à ce moment-là, quel est le rôle de l'IA? Vous aurez un récépissé de dépôt de plainte fourni par un OPJ, c'est toujours de l'humain. Mais l'IA va analyser votre plainte avec d'autres plaintes et voir les connexions possibles. Et au lieu de voir chaque fait de manière isolée, un peu comme prendre une vague et de prendre la vague sous forme de gouttes d'eau, là on va voir sa globalité. Un auteur fait 1000 victimes, et ce ne sont pas 1000 auteurs, 1000 victimes. Et donc, on a, statistiquement, depuis la mise en place du dispositif d'un peu plus de 3 ans, on a aujourd'hui des dossiers qui permettent de regrouper 250 victimes en moyenne, et donc de répondre à ces victimes, mais se pose toujours le problème des moyens, parce que 250 victimes, il faut les intégrer dans des registres par le greffe, il faut ensuite les contacter, les entendre éventuellement, et puis si le jour du procès vient, il faudra avoir une salle qui accueille 250. Ce que j'entends, c'est que l'IA peut aussi être mis au profit de la justice pour répondre mieux à tout ça. Effectivement, nous-mêmes avocats, on le sait bien, on est confrontés parfois à la lenteur du système judiciaire, au fait que il y a des décisions qui peuvent pas être prises parce que parfois il y a un magistrat qui est en indisponibilité, tous les postes ne sont pas pourvus. Parfois c'est franchement lourd. On sait d'ailleurs que la France est parfois aussi condamnée pour des délais de justice trop longs. Quelle vision vous avez là-dessus sur le fait que l'IA peut véritablement être au service aussi de la justice et jusqu'où elle peut aller? Est-ce que l'IA peut prendre des décisions? Est-ce que ça peut être une aide à la prise de décision? Est-ce que ça peut être tout simplement le magistrat qui prend la décision, mais l'IA qui aide à rédiger des décisions? C'est une question centrale, c'est un enjeu majeur. Alors ma vision, c'est déjà la vision du droit qui existe en la matière et qui se résume en une chose simple. Le juge et le robot, oui. Le juge robot, non. On ne peut pas, et ça c'est un droit qui vise à protéger nos libertés et nos droits tout simplement, on ne peut pas faire l'objet d'une décision mécanique faite par un robot. L'enjeu maintenant, c'est de se dire où va-t-on mettre l'IA? Eh bien, en accompagnant, en assistant le magistrat ou l'enquêteur. Concrètement, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien. Vous avez une procédure en cours d'enquête ou d'instruction avec un juge d'instruction. Je pense à l'époque, le petit Grégory. Aujourd'hui, on a le petit Émile. Vous avez des milliers de pages. C'est-à-dire que vous imaginez un mur de dossiers de pages. L'humain ne peut pas faire des interconnexions entre ce qu'il a lu page 1 et ce qui est page 6000 ou 7000. La machine va l'aider à voir des complémentarités, des contradictions, toujours sur le contrôle de l'humain. Et le danger, je dirais, c'est le danger que j'appellerais le danger du GPS. À quel moment vous allez dire, mais le GPS peut se tromper? Et ce n'est pas parce que la machine vous dit quelque chose qu'elle a raison. Et sur ce point, je vous prendrai un exemple. Nous utilisons déjà tous l'IA avec des logiciels américains, français ou autres. La question est de se dire, comment fonctionne-t-il? Quelle est la réponse? Si vous prenez le logiciel le plus connu américain, lui est dans une conception anglo-saxonne. Et vous lui dites, quelle est la jurisprudence sur tel point de droit? Et il va mettre sur un plan équivalent une décision du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand avec un arrêt de la Cour de cassation, parce que pour lui, c'est au même niveau. Et donc c'est intéressant parce que si on ne le sait pas, on va comparer des choses incomparables. La problématique de l'IA, c'est aussi de savoir quelle IA. Aujourd'hui, il y a certaines sociétés américaines, vous le disiez, qui proposent des outils de cette nature. Est-ce que ce sont ces mêmes outils qui servent, qui peuvent être utilisés dans le cadre judiciaire français, ou ce sont des IA dédiés? Comment faire face, à des outils qui sont extrêmement performants d'un côté outre-Atlantique,
et pouvoir apporter un même niveau de service, un même niveau d'intelligence artificielle en France, au sein des services de la justice? La question va renvoyer à un usage qui est à la fois personnel et professionnel. Parce que dire on a un usage professionnel, vous avez un ordinateur professionnel, mais vous avez un ordinateur personnel, et c'est déjà d'avoir une complémentarité entre, je dirais, pas l'éthique, mais les règles que vous respectez au bureau et que vous respectez à la maison. Si on utilise une solution américaine ou autre, ou chinoise par exemple, il faut se dire que toutes les données que vous transmettez dans ces IA vont être potentiellement accessibles par les services de renseignement de chacun des pays. Pour ceux qui en doutent, vous pouvez avoir des déclarations, notamment du président Trump, qui confirment ces faits qui sont décrits par les rapports parlementaires depuis des années. La question qui se pose donc, déjà à titre individuel, si on met un dossier de plaidoirie ou un dossier judiciaire dans l'IA, ça veut dire que l'IA est accès, donc les concepteurs, donc l'État qui est derrière l'IA. Pour répondre à votre question au niveau professionnel, aujourd'hui, la justice et l'ensemble des services publics de l'État réfléchissent à ce qu'on appelle une IA souveraine. Alors, le mot souveraineté est un peu envisagé et abordé de différentes manières. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nos données, vos données, au titre du RGPD, seraient dans une IA fermée qui permettrait éventuellement d'aller sur Internet faire des recherches, mais qui ne dépendrait pas de serveurs ni de logiciels étrangers. Nous avons la capacité en France de fournir, alors quand je dis nous, c'est pas la justice, c'est pas l'État, je dis la France a une capacité de fournir ce type de solution. C'est évidemment un peu plus cher, puisqu'il y a une économie d'échelle par rapport à des solutions étrangères. Et donc c'est un choix. Et pour répondre à votre question, chacun d'entre nous, on ne peut pas toujours attendre de l'État qu'il prenne une décision et qu'il paye tout. Je pense que il y a parfois un petit sacrifice individuel, c'est-à-dire mon intérêt particulier serait de prendre la solution que j'utilise déjà, la plus simple, moins chère. Peut-être que l'intérêt collectif serait d'aller vers une solution comme celle-là. Je vous prends un exemple très concret. Demain, si on veut une IA justice, eh bien, il faudrait qu'on passe un marché, ne serait-ce que pour consulter Dalloz, LexisNexis, etc., auprès de ces éditeurs. Pour qu'on soit dans une efficience, il faut qu'il y ait une économie d'échelle. Il faudrait donc qu'on soit tous d'accord, magistrats, avocats, commissaires de justice, notaires, pour se mettre au sein d'une IA et pas que chacun choisisse son IA. Vous pensez que c'est possible? Alors, je citerai Kennedy. Je ne suis pas naïf, mais je garde un certain optimisme. Je pense que nous devons conserver un cap. Si d'entrée, nous nous disons « ce n'est pas possible », on n'y arrivera pas. Des choses qui sont impossibles ont été faites, et je dirais même là, on va toucher l'âme du juriste. Le juriste d'entreprise, l'avocat, le magistrat. Quand on vous pose une question, souvent on dit « ça n'a jamais été fait, c'est pas possible ». Est-ce qu'on ne peut pas voir le juriste comme le guide de haute montagne, qui va dire on doit atteindre le sommet, la route de crête est étroite entre des enjeux de droit, entre les interdictions de l'IA Act et ce qu'on pourrait faire, quelle est la voie de passage? Et en cela, je pense que chacun en a un rôle, parfois ça ne marchera pas. C'est sûr que dans le village gaulois qu'est la France, faire en sorte qu'on s'entende tous et qu'on avance, c'est pas évident. Mais je pense que c'est possible, il faut du temps et puis il faut des bonnes volontés surtout. Est-ce que, justement, en tant que magistrat, vous êtes soumis à une pression, pression populaire, pression politique? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Pression politique, non. Je sais que ce sont des questions récurrentes dans l'opinion publique. Alors après, on dira oui, mais il va jamais dire oui. Je vous dirais non parce que La pression politique, pour moi, j'entends par exemple une sortie politique dès lors qu'il y a finalement un délinquant récidiviste, c'est tel juge qui a pris telle décision. la parole est ce qu'elle est. Moi, je ne commande Et pas surtout, ces, en fait, ces- ces décisions. vous ne pouvez pas non plus, en plus, forcément, vous avez un devoir de réserve, vous pouvez pas répliquer politiquement ou expliquer parfois vos décisions. Non, mais la pression que nous ressentons, elle est de deux ordres. Et je ne veux pas parler au nom de mes collègues, mais je dirais à mon sens. J'ai une pression de vouloir faire en sorte de bien faire mon travail. Et c'est une pression de service public. Un peu comme les urgences. Le médecin qui est aux urgences Bien sûr. dans un hôpital, il a une pression parce qu'il voit des patients arriver et lui, son but, c'est de soigner les gens. Moi, mon but, c'est pas de condamner les gens. Le but, c'est de répondre à un besoin. Il y a une victime
qui dit quelque chose, il y a des justiciables au civil qui vont avoir un contentieux. Il faut donner une décision, parce que les gens attendent une décision. Et on a cette pression, en fait, du volume qu'on doit traiter, et j'en reviens aux moyens, mais donc, en fait, à l'organisation générale qui tend à s'améliorer. La deuxième pression, c'est une pression qui se vit avec le numérique, c'est-à-dire que, à l'image toujours du médecin, on va dire: «Oui, mais cette décision n'est pas juste. Oui, mais, j'ai lu que». Sauf que, lire un jugement de 400 pages ou même de moins et lire un fil Instagram, c'est 2 choses totalement différentes. Et en fait, on en revient à l'humilité de chacun. Quand je ne sais pas, je dis: «Je ne sais pas». Quand je ne suis pas dans un dossier, je dis: «Je ne sais pas». Et que, si on me demande de parler d'un sujet médical, je veux dire, il y a un médecin pour ça. Et au niveau juridique, on peut avoir une contradiction de se dire, je vois tel dossier sous tel angle et c'est le rapport à la vérité. Pour autant que tout le monde s'exprime sur tout, c'est peut-être le danger aujourd'hui, et il y a une forme de pression parce que, juger sur des, oui-dire, des faits, si je puis dire, qui ne sont pas avérés, c'est le risque de revenir à ce qu'on a connu il y a des années, c'est-à-dire que, la l'opinion publique, la foule va désigner un coupable, et on a pu le voir dans le numérique où, la population se saisit de faits en disant: «On va aider la justice», et c'est très bien. Des internautes vont, avec des sources ouvertes, dire: «On a vu ceci, on a vu cela». Il y a une Balance ton porc, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, je dirais pas la dénonciation, je dirais, vous avez, MeToo. je vais prendre un exemple très concret pour que ça soit parlant. Vous avez, des événements qui peuvent se produire, dans l'espace public, des crimes, des attentats, et des internautes. Je pense aussi à un crime de guerre qui s'est produit, dans un pays d'Afrique il y a quelques années, et pour ceux que ça intéresse, vous avez un très bon documentaire réalisé par la BBC qui est disponible en ligne, qui s'appelle Anatomy of a Killing, et on vous décrit comment les internautes ont pu identifier les criminels de guerre qui s'étaient filmés en train de tuer des gens. Mmh. Et donc là, on a une corrélation et un accompagnement entre les citoyens qui sont dans un rôle aussi juridique de pouvoir dénoncer quelque chose et de dire: «Il s'est passé ça», un peu comme un témoignage, et après, il faut laisser le temps aux enquêteurs et à la justice de faire son travail. Ouais, c'est la notion de lanceur d'alerte aussi, des citoyens qui peuvent être Ça peut être le présents cas. pour et effectivement, on voit aussi ça, sur YouTube, hein, vous qui regardez YouTube, des chaînes aussi de personnes qui sont des lanceurs d'alerte, derrière, il y a, des procédures qui peuvent être ouvertes à la suite de ce type d'alerte. Aider, la police, la gendarmerie, la justice, oui. Faire acte de citoyenneté, oui. Devenir justicier, non. Voilà la limite. On parlait de l'IA tout à l'heure comme un moyen pour aider, pour faciliter, pour répondre à une massification. On a constaté, nous, de notre côté, en cabinet, que il y avait une multiplication des litiges du fait de l'IA, parce que chacun s'empare de cet outil et s'en sert finalement comme d'un conseiller qui va lui rédiger un courrier qu'il n'était pas capable de faire, et qui va peut-être, parce que l'IA aussi a envie de faire plaisir, va obtenir le courrier qu'il veut, mais ça va densifier les litiges, ça va cristalliser des situations complexes. Et donc nous, on a constaté donc cette multiplication Cette massification, ouais, de dossiers. Est-ce que ça participe aussi? Comment faire face à cette massification de litiges? Et j'aurais une autre question à vous poser ensuite sur la problématique de preuve, mais on y revient ensuite. La massification est un sujet. Alors, je pourrais pas vous apporter une solution aujourd'hui. On l'observe déjà. On observe, par exemple, que la plupart des rapports, des conclusions qui sont transmises augmentent en volume. Voir que des gens vont saisir la justice avec 100, 200 pages alors c'est pas des conclusions, ils sont pas avocats, mais ils vont expliquer leurs problèmes. En fait, c'est l'IA qui l'a fait. La problématique qui se pose derrière ça, c'est d'arriver à lire, parce qu'il faut bien lire. Au milieu, il y a peut-être pas de l'IA, et puis l'IA peut dire quelque chose de vrai, d'intéressant, donc il faut lire. Il faut du temps. Donc là, il y a un rapport de traitement, finalement, de la masse, et on en revient à cette question-là. Il y a aussi une question sous-jacente, je pense, par rapport aux personnes qui le font, notamment les professionnels. Je parle des professionnels de la justice. Si on fait ça, on perd une compétence. Utiliser trop l'IA nous conduit à perdre une compétence. Que je l'utilise pour faire un courrier, pourquoi pas. Faire des synthèses,
pourquoi pas, mais moi je fais mes synthèses. Parce que la capacité à synthétiser différents documents, c'est la capacité à problématiser. Si on perd cette compétence, qu'on délègue à une machine, quelle va être l'effectivité de notre décision? On n'est plus capable de voir large à 360. De la même manière, la capacité à rédiger, si on perd cette capacité, peut-être que ça ne sert à rien. Moi, je pense que ça sert à quelque chose. La capacité à rédiger, la capacité à maîtriser les mots, c'est le langage derrière. Perdre en langage, c'est perdre en intelligence. Et donc, effectivement, il est fondamental de continuer à rédiger, de continuer aussi à maîtriser les mots. Oui, pour un IA, mais un IA raisonné, effectivement. Le deuxième volet de ma question, c'était aussi l'aspect preuve. Je m'inquiète beaucoup à ce niveau-là, puisque on voit bien que l'IA permet, pas simplement l'IA, mais on voit bien que beaucoup de preuves peuvent être totalement manipulées, l'image, la voix. Comment fait-on? Comment va-t-on faire pour apporter la preuve de quelque chose, d'un acte, d'une situation donnée, d'une image qu'on produit mais qui en réalité n'est pas vraie, et constituée de toutes pièces, mais qui donne l'apparence d'une réalité absolue. Comment fait-on? Comment la justice va-t-elle faire? C'est une grande difficulté à la fois judiciaire et démocratique. On a toujours en tête le voir c'est croire orwellien, ou je dirais le vu à la télé, qui fait que notre confiance est liée à ce que l'on voit. Et c'est intuitif finalement. J'ai confiance, j'aime suivre quelqu'un parce qu'il passe à la télé alors que c'est personne. Aujourd'hui, la preuve peut être apportée sur des réseaux sociaux ou devant la justice. Une fausse déclaration d'accident, on va créer une photo, l'IA va vous créer une photo de votre voiture accidentée. Les assureurs ont une IA qui va détecter l'IA. On imagine cela devant un tribunal, vous dites « mais j'étais pas à tel endroit alors que vous m'accusez d'y être ». On montre une vidéo à un autre endroit. La capacité à identifier la vidéo comme étant fausse est nécessaire, mais ce qui renvoie aussi à l'éthique, la déontologie de chacun. Ce qui renvoie, alors après, la preuve numérique, finalement, on est toujours entre le glaive et le bouclier. L'IA se développe, il faut arriver à la détecter. Je vous prends un exemple qui s'est passé à l'étranger. Un conseil d'administration avec le directeur financier d'une entreprise. Le directeur est en visio et tous les autres sont en visio également. Et au cours de la visioconférence, il est décidé de payer un sous-traitant, un fournisseur, et le RIB est transmis par mail au directeur financier depuis l'adresse d'un des membres du conseil d'administration qui est autour de la table en visio. Il paye, et en fait, c'est une escroquerie. Tous les membres du conseil d'administration étaient des avatars, c'était des deepfakes. Il était seul humain à participer à la réunion. C'est la version IA de l'escroquerie au président, au faux président, où on vous appelait avant pour se faire passer pour le président, pour vous donner un ordre de virement. Aujourd'hui, c'est de l'IA. Donc, la meilleure solution, je vous dirais, et qui coûte le moins cher par les temps qui courent, c'est la vigilance. Et la vigilance, c'est de se dire, quelqu'un me demande de payer, tiens, un proche à moi, en FaceTime ou au téléphone, me dit j'ai besoin d'argent, se dire attends, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que le mail que je reçois est vraiment en .fr? Rappelez-vous ce que dit une célèbre marque qui remplace les pare-brises. S'ils prennent le temps de le faire sur une publicité, c'est que ils se font usurper leur identité et que des gens payent des escrocs qui usurpent leur site internet. Donc vous le voyez, se dire est-ce que j'ai vraiment la vraie personne en face de moi ou au téléphone, c'est de la méfiance, et de se dire ensuite une méfiance qui revient aussi une méfiance informationnelle. Ne disons pas tout sur les réseaux sociaux, parce que on est dans une injonction contradictoire de vouloir se prendre en selfie du matin au soir en disant ce que l'on mange, où l'on vit, où on va, et de dire attention, respect de ma vie privée. On ne peut pas demander les deux. Et aujourd'hui, l'ingénierie sociale, c'est-à-dire le fait d'étudier une cible avant de l'escroquer, se fait généralement via les réseaux sociaux en disant où vit-elle, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle aime, quel est son train de vie également. Ouais, la vigilance plus que jamais est fondamentale. Alors, sur cette question-là aussi, moi, je pense qu'il est bon aussi de rappeler que la manipulation de la preuve qui est présentée devant un tribunal, ça s'appelle de l'escroquerie au jugement. Et donc, c'est évidemment réprimé pénalement, il y a des infractions pénales. Et
aussi, nous, en qualité d'avocat, il faut faire attention à ne pas être en situation de recel d'informations. Donc nous-mêmes, on doit aussi contrôler ce que nous donnent nos clients. Il y a eu des affaires d'ailleurs récentes à ce sujet. Sur la notion de preuve par l'IA, également, soyez vigilants derrière vos écrans parce que plus que jamais, toutes vos réflexions, tout ce que vous mettez sur l'IA, etc., si vous conversez avec votre coach IA, eh ben, c'est des éléments qui peuvent se retrouver aussi dans des procédures. Pourquoi? Parce que tout simplement, si demain, un de vos collègues ordonne une perquisition, sur vos ordinateurs, il y a de la génération de preuves. Même on peut s'imaginer que si vous vous posez des questions sur le plan fiscal, à votre IA, très clairement, c'est pas couvert par le secret professionnel. Donc, si demain, il y a une perquisition fiscale, et au sein de chez vous, ça pourra servir d'élément de preuve aussi. Donc soyez extrêmement vigilant, comme vous le disiez, monsieur Leonetti, sur tout ce que vous mettez en place, et tout ce que vous conversez avec l'IA. Parce que, d'une part, effectivement, toutes ces informations-là peuvent se retrouver, chez des pays étrangers et des pays étrangers qui on l'a vu à l'époque, moi je pensais que les États-Unis étaient une démocratie, invulnérable, mais peut y avoir des atteintes à la démocratie et à un moment donné, ils peuvent avoir des informations sur nous, d'une part, et d'autre part, c'est des éléments qui peuvent se retrouver comme des preuves dans des procédures judiciaires à votre encontre. Donc voilà, soyez extrêmement vigilants toujours. Ayez ce souci-là et cette compréhension-là lorsque vous, dites des choses, à votre agent IA préféré. Comment on fait face, concrètement, aux quérulents processifs? Alors pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, les quérulents processifs sont des personnes qui sont, obnubilés par la justice et qui instrumentalisent la justice, pour beaucoup de sujets, parce que en fait, ils engagent énormément d'actions et du coup, c'est des personnes qui paralysent à elles-mêmes le fonctionnement de la justice. C'est un peu, l'hypocondriaque, de la justice, mais en pire parce que, en fait, aller aux urgences, on va vite vous dire que vous n'avez pas de problème et puis on va vous renvoyer chez vous. Aller, finalement, saisir des tribunaux et faire multiplier les actions judiciaires, et on connaît des affaires, nous-mêmes à notre cabinet, où on est face à des personnalités de ce type. Et avec l'IA, moi je me dis, mais c'est horrible, parce que ces gens-là se sentent encore plus puissants, ils renforcent les saisines dans tous les sens. Bien sûr, en général, ils ont aussi une protection juridique ou sont à l'aide juridictionnelle. Est-ce que vous aviez réfléchi à ce sujet-là, et comment on arrive à gérer ces personnes-là qui phagocytent la justice? La gestion de gens qui parlent plus que les autres, si je devais résumer. Un bon article 700. En fait, je paraphrase Napoléon qui disait « 10 hommes qui parlent font plus de bruit que 100 qui se taisent ». Et aujourd'hui, Internet, c'est ça, et on va le retrouver en procédure, mais ça existait déjà. Vous avez cité les appels, vous avez cité les appels au 18 ou au 17, vous avez cité les urgences, les tribunaux. Aujourd'hui, Internet, c'est la même chose, et en fait, on a le même public. Pourquoi les voit-on plus? Parce qu'il y a une forme de radicalité. Alors attention, ce mot radicalité ne fait pas référence à une religion. C'est une radicalité qui peut être sur une opinion, qui peut être j'adore les plantes vertes, je vais écrire toute la journée sur les plantes vertes. Et ça renvoie au complotisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui est convaincu d'une idée, il va tellement écrire dessus que vous qui dites, mais enfin, je prends un exemple très concret, quelqu'un qui est platiste, qui pense que la Terre est plate, va dire tout le reste est faux. Vous allez le contredire, mais au bout d'un moment, vous allez vous arrêter parce que, au final, vous avez autre chose à faire. Et votre argument final sera de dire, mais enfin, c'est des bêtises. Ça, ce qui n'est pas un argument, ce qui, d'une certaine manière, lui donne raison parce que vous êtes à court d'arguments. Alors, le premier point, c'est que des études universitaires utilisent l'IA pour contre-argumenter. Et l'IA ne s'arrête jamais. Donc, c'est l'humain qui s'arrête. 2, l'IA est très bienveillante. Elle vous dira pas, mais enfin, c'est stupide. Elle dira, c'est une excellente remarque. Cependant, et donc là, on a un biais cognitif qui va faire que. Par ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous citerai Gérald Bronner. Gérald Bronner, sociologue français, qui vient de sortir son dernier ouvrage, mais qui traite de non plus la post-réalité, c'était la dystopie. On est sur la volonté de faire que nos désirs passent au-delà de la réalité.
La réalité est ce qu'elle est, elle ne me convient pas. Ce sont les faits alternatifs américains. La réalité ne me convient pas. Je vais aller au-delà. Je veux faire que la réalité soit conforme à ce que je veux. Et donc, l'enjeu, c'est que chacune puisse à un certain moment se dire « stop ». Là, je vais peut-être, ce qu'on disait tout à l'heure, me tourner vers des gens qui savent. Je ne suis pas sachant, quand bien même j'ai accès à l'information. Et par ailleurs, ceux qui lisent, essayer de remettre en cause ou de sourcer ce que l'on dit. Ce qui ne veut pas dire que les complots n'existent pas, ce qui ne veut pas dire que les complotistes n'ont pas d'esprit critique, bien au contraire, puisqu'ils critiquent la pensée majoritaire. Ouais, c'est un enjeu majeur puisque c'est un enjeu démocratique et c'est effectivement l'enjeu de la vérité, et le fait aussi que les personnes les plus clivantes, les plus polarisées sont celles qu'on entend le plus puisqu'elles sont radicalisées justement. Et le phénomène des réseaux sociaux entraîne ça, entraîne le bruit finalement de toutes ces personnes peut-être qui justement n'ont pas trop leur voix d'habitude et qui là vont se lâcher sur les réseaux sociaux. Si je peux compléter, je pense que c'est au regard d'une conviction qui est très bien. Chacun a ses convictions. Il faut à un certain moment sortir de soi-même et se dire quel est l'intérêt général. Si je vois le monde à travers mon militantisme, ma conviction, je vais voir l'intérêt général à travers un petit bout de la lorgnette. Et c'est l'enjeu, se dire peut-être qu'il y a une dimension à 360 qu'il faut prendre. Ce que vous pointez là, c'est l'enjeu fondamental d'apprendre, et moi je pense que c'est fondamental pour nos enfants, c'est d'apprendre le débat, d'apprendre à échanger, d'apprendre à écouter les opinions des autres, d'apprendre à comprendre, et derrière c'est l'empathie, c'est l'intelligence relationnelle. On avait fait d'ailleurs un podcast sur l'intelligence relationnelle que vous pouvez retrouver en bas de cette vidéo. J'aimerais aussi qu'on aborde un sujet qui est un sujet important, qui concerne les cryptoactifs. Et on entend souvent parler de blanchiment autour de ces crypto-monnaies. Votre vision aujourd'hui par rapport à cette économie qui est là présente et de plus en plus présente, et aussi des dangers qu'elle peut receler, quelle vision vous avez de ce sujet, et comment vous le traitez, comment vous l'abordez du point de vue judiciaire, du point de vue même pour l'avenir, comment on gère cette thématique? Alors les cryptoactifs, les crypto-monnaies ou les jetons non fongibles qu'on pourra développer, expliquer de quoi il s'agit. En fait, il faut déjà partir d'un point de vue modéré, c'est-à-dire c'est légal. C'est un système économique. De quoi s'agit-il? C'est une technologie. Et c'est une technologie qui peut servir de preuve, justement. De quoi s'agit-il? Que vous parliez d'un bitcoin, dont on parle beaucoup, ou bien d'une œuvre numérique totalement virtuelle, pour authentifier la réalité de ce que vous détenez, de ce que vous possédez, le bitcoin ou une œuvre numérique, on va y mettre un certificat. Ce certificat s'appelle la blockchain. La blockchain, c'est sorte de système numérique, un logiciel qui, par origine, va être transparent, va être sans intermédiaire et sécurisé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut imaginer, et ça existe dans certains pays, que au lieu de passer devant un notaire, vous allez authentifier l'acte de vente de votre bien physique, votre bien immeuble, avec un logiciel, avec un acte virtuel. Après, vous pouvez authentifier un bien virtuel, une image numérique, avec ce logiciel virtuel, avec cette blockchain. Donc les cryptoactifs, qui regroupent les deux, c'est un nouveau pan de l'économie, qu'elle soit financière, commerciale ou autre. Elle peut aussi se traduire par ce qu'on appelle les smart contracts, les contrats intelligents, qui vont conduire, deux exemples, par exemple une assurance, à dire que le contrat s'auto-exécute en fonction de quoi? D'une règle, s'il se passe ça, je dois réagir de telle manière. J'ai un dommage sur ma voiture de moins de tant de centaines d'euros, je suis automatiquement indemnisé. Dans le domaine matrimonial, je vais précontractualiser, mais cette fois-ci de manière numérique, la résolution d'un litige, d'un contentieux. S'il y a une séparation, les choses se passent comme ça. Ça permet d'auto-exécuter en avance. Ça permet de sécuriser l'auto-exécution et faire en sorte que les choses soient sûres. Bien évidemment, comme tout outil, les cryptoactifs
intéressent systématiquement le milieu criminel et ils vont s'en servir pour blanchir de l'argent. Alors, de quelle manière? Si vous êtes victime d'un rançongiciel, vous allez rarement, voire jamais, payer en monnaie à 23h sur le pont de l'Alma en rencontrant une voiture noire qui ouvre un coffre. C'était les séries des années 80, ça se fait plus. Aujourd'hui, vous allez payer en Bitcoin ou en Ethereum. Et évidemment, ce paiement numérique va conduire à un blanchiment très rapide de l'argent puisqu'il va partir dans d'autres pays. Ce qui renvoie à la question que vous avez posée tout à l'heure, comment fait-on pour investiguer dans les autres pays? Tout d'abord, grande partie des services français sont équipés de logiciels qui permettent de tracer les flux illicites sur les blockchains dans ce monde virtuel. Et puis, on a des systèmes de coopération internationale qui fonctionnent bien. Et je vous invite à regarder les communications du tribunal judiciaire de Paris en matière cyber. Vous avez des fermetures de sites, vous avez des interpellations de gens à l'autre bout du monde. Et évidemment, là se mêle le droit, la géopolitique, bien sûr, et en fait, il n'y a pas de safe zone pour qui que ce soit. Après, ça prend du temps. Et après, comme ils sont nombreux, ils ne peuvent pas tous être contrôlés ou faire l'objet d'enquêtes en même temps, mais les choses avancent. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, c'était que l'IA était bienveillante. En fait, certaines IA sont bienveillantes. Oui, OpenAI, ChatGPT est plutôt bienveillant. Si demain l'IA, et c'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui en fait, il y a une puissance étrangère qui a finalement des choses à reprocher à la France. Hein, je pense par exemple à la Russie. On peut imaginer qu'elle arrive et qu'elle utilise des IA pour faire passer des fake news dans l'espace public, puisque on sait qu'on est victime de formes hybrides de manipulation de masse. Hein. Les États-Unis l'ont été, on l'a été en France, le Brésil l'a été. Déjà, est-ce que vous avez pu constater ça? Est-ce qu'il y a eu des affaires judiciaires là-dessus? Et aussi comment on réagit et comment on protège justement notre population face à ces IA malveillantes? Alors déjà, moi, à titre personnel, je dis toujours merci à l'IA, parce que quand elle prendra le pouvoir sous forme de Terminator, je pourrais dire j'étais gentil, moi. Mais l'IA est un moyen. Et donc, en fonction du programmateur, vous aurez des biais cognitifs déjà. Bien sûr. Et puis, en fonction de la personne qui va prendre le contrôle de l'IA, vous pouvez lui faire n'importe quoi. Une voiture autonome, c'est une IA. Si vous prenez la main sur une voiture autonome, comme sur un avion ou un bateau, aujourd'hui, les grands navires de la CMA-CGM sont sécurisés. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques. Vous avez aussi la question derrière cela de la manipulation d'informations massive. C'était le scandale Cambridge Analytica suite à la première élection, enfin à la première campagne entre Donald Trump et Hillary Clinton. On sait que ça existe et les bots, les robots ont permis de diffuser des informations. Est-ce qu'elles ont changé l'élection? Moi, je ne m'appartient pas de le dire, mais en tout cas, on a eu ce phénomène-là. Aujourd'hui, en France, vous avez l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est en charge du suivi, de la sécurisation, notamment des opérateurs d'importance vitale de l'État. Et puis, au sein de l'ANSSI, vous avez une structure qui a été créée, notamment en réponse au scandale Cambridge Analytica, structure qui s'appelle Viginum, la vigie numérique, et comme l'explique très, très justement et de manière très pédagogique son directeur, on fait l'objet d'attaques, pas forcément par des mensonges. Et je vous invite à aller sur le site de viginum.fr, toujours.fr. Vous aurez le récit alors après on y croit ou on n'y croit pas, hein, parce qu'on peut dire c'est l'État qui dit que, mais des attaques où on va mettre en lumière certains faits qui sont vrais, mais pour créer des troubles à l'ordre public en France. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que la France se porte pas forcément bien. Alors, peut-être que sans ça, elle se porterait pas bien non plus. Radicaliser, par exemple, des punaises de lit ou... C'est exactement... alors, c'est l'exemple que cite tout à fait Viginum. Et l'idée, c'est de créer du trouble. Du trouble parce qu'il peut y avoir un objectif politique, géopolitique entre États, puis il peut y avoir un objectif économique. Une économie qui va mal, c'est une concurrence qui ne nous gêne pas si on est dans un autre État. Aujourd'hui, tout peut faire l'objet d'une instrumentalisation, même un conflit de voisinage. Du moment que vous avez une sensibilité et du moment que le feu va prendre, vous avez le risque que un petit événement conduise à une surmédiatisation. Je crois que plus que jamais aussi,
on doit cultiver dans ce monde-là l'esprit critique. Nos enfants, on doit leur apprendre à justement avoir un esprit critique. L'esprit critique à outrance, ça peut néanmoins dégénérer au complotisme. Donc c'est apprendre néanmoins à ne pas accepter tout ce qu'on nous dit et ne pas finalement intérioriser toutes les critiques et faire un tout petit peu confiance à un moment donné aux personnes qui sont là pour promouvoir les valeurs démocratiques et d'éthique, quoi. Alors, la confiance est centrale. Et les gens qui vous disent je n'ai confiance en rien, en personne, c'est pas possible. Un exemple très simple. Vous sortez dans la rue, vous prenez votre moto, votre voiture. Quand le feu passe au vert, vous passez et vous avez confiance que les autres s'arrêtent au rouge. Alors, parfois, pas toujours selon les villes. Mais l'idée aussi, vous parliez des enfants, dans l'éducation, de se dire, mais attention, quels sont les chiffres aujourd'hui du temps d'écran chez les 4, 5, 6 ans? C'est plusieurs heures par jour. De tête, je crois que c'est 3 heures ou 4 heures. Si l'enfant à cet âge-là est devant un écran à regarder un dessin animé, à scroller, il ne fait pas autre chose, et son cerveau non plus. S'il prend l'habitude, déjà nous, on le fait, dans une certaine mesure, et donc on perd non pas forcément du temps, mais des capacités cognitives. Et pour ceux qui nous écoutent et qui sont avec des enfants, c'est la facilité. On est au restaurant, on veut discuter tranquille, hop, téléphone. On est à la maison, hop, téléphone. C'est la nounou numérique, mais attention. Ce sont, pardon pour les marques que je vais citer, mais ce sont les fraises Tagada, ce sont les cacahuètes du cerveau. C'est-à-dire que en manger tous les jours, on a une obésité cérébrale et les Américains appellent ça la junk food. Moi, je dirais c'est de la mauvaise alimentation cérébrale parce que au final, on se nourrit de choses qui sont stupides, souvent, mais ça c'est un jugement de valeur, donc je dirais, je me garderais bien d'aller plus loin, mais En tout cas sur les réseaux sociaux, parce qu'il peut y avoir et aujourd'hui il y a de plus en plus de mouvements, même de gens assez intelligents qui expliquent que l'IA, par exemple pour les enfants, une IA avec de bonnes capacités peut être un formidable élément d'apprentissage. En revanche, effectivement, les réseaux sociaux et qui jouent exclusivement sur l'émotionnel et où on peut voir passer pas mal de fake news, l'enfant, il va pas être capable de faire le tri et il va se faire embarquer dans des choses. Je vous rejoins tout à fait. Et l'IA peut être un formidable vecteur éducatif pour les gens qui sont loin de l'éducation nationale, pour les gens qui sont, même si l'éducation est gratuite et offerte à tous jusqu'à 16 ans, mais qui, parmi les adolescents ou les jeunes que je citais, même de 10 ans, regarde des programmes éducatifs lorsqu'il est au restaurant? Je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Donc après se dire, oui, mais je peux aller à l'opéra, c'est vrai, mais au final, est-ce que j'y vais souvent? Je peux lire un livre, oui, mais au final, est-ce que je le fais? Et finalement, c'est aussi qu'est-ce qu'on ambitionne pour ses enfants? Parce que de la même manière, je prenais l'exemple de la nourriture, parce qu'on est très sensible à la nourriture qu'on donne à ses enfants, mais s'il mange ce que je disais, ou des chips tous les jours, ben, ça va pas lui faire du bien. Je voudrais aborder une petite question sur le RGPD. Parce que justement, on voit que les données personnelles, ça concerne aussi bien ses enfants, ça concerne la vie de tous les jours. J'aimerais avoir votre vision du RGPD pour 2026 et qu'est-ce que, pour des entreprises, le RGPD doit représenter. Le RGPD a été et est encore un grand défi comme pour vous les êtes l'auteur entreprises. d'un livre sur le RGPD. Sur le petit guide, c'est le guide du RGPD, un petit recueil de fiches pour expliquer finalement les grandes lignes. Et finalement, c'est un peu l'idée, accompagner les entreprises. Mon idée étant au service du public et donc des entreprises, c'est de dire voilà quelle est la législation, que ce soit RGPD ou en matière de compliance, de cyber compliance, comment vous devez vous en sortir dans cette jungle juridique, normative, quelle est la voie de passage. Et en matière de RGPD, c'est un défi, il faut être vigilant parce qu'évidemment, il y a une obligation, il faut aussi se poser la question de le rapport individuel au RGPD. Lorsque on coche une croix sur un site internet en disant les conditions générales d'utilisation sont validées, ce qui fait que je vais, en prenant une adresse courriel
d'une entreprise, faire en sorte que tout ce qui transite par cette adresse courriel appartienne à l'entreprise, où est le RGPD? Mais on a donné notre consentement. Et c'est ce que les Américains appellent le consent fatigue, c'est-à-dire un peu comme les cookies. On nous dit est-ce que vous acceptez d'être suivi ou pas? Ça, l'obligation du RGPD fait qu'on nous le demande. Mais souvent, on dit oui. Et ne serait-ce que s'interroger. Pourquoi ça s'appelle des cookies? Si je vous propose un cookie, est-ce que vous allez le refuser? Alors peut-être que vous aimez pas. Moi, je refuse jamais. Et donc, vous voyez que tout est fait. On parlait aussi... d'alimentation tout à l'heure. Voilà, mais je vous dirais, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et je suis pas toujours le plus sain dans la matière. Mais l'idée, c'est de se dire où vont mes données? Qu'est-ce que j'en fais? Et ne pas dire finalement je surfe, je navigue sur Internet, quel qu'en soit le prix. Quels sont les 3 conseils que vous pourriez donner à une entreprise pour se préparer au cyber-risque en 2026? Les 3 conseils seraient les suivants. Le premier, soyez vigilants. Je crois que c'est un mot qui est assez souvent revenu aujourd'hui entre nous. Donc, sensibiliser, prévenir vos salariés, votre conseil d'administration, le conseil exécutif aussi. C'est pas évident de dire au conseil exécutif de ne pas utiliser l'iPad perso au cours d'une réunion sensible. Deuxième conseil, après la vigilance, je dirais, n'hésitez pas à appeler à l'aide. L'État, quoi qu'on pense, est là, présent. Les services français sont reconnus internationalement pour être bons en matière notamment cyber, et voyez les JO de Paris, il y a eu des attaques. Donc, n'hésitez pas, via les liens qui vous seront transmis, à pouvoir contacter ces services, parce qu'ils vous accompagneront et ils feront en sorte de remettre en état vos systèmes et ils vous donneront des solutions. Vous pouvez aller voir en la matière, au-delà de l'ANSSI, un site qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, ou bien tout simplement vous tapez 17 cyber, qui est un portail unique pour répondre à toutes vos questions. Dernier conseil après vigilance, après accompagnement, conseil d'actualité, la confiance. Je crois que il faut qu'on reste confiant, parce que on a parlé des enfants. Si on a des enfants, c'est qu'on est confiant. Si on a une volonté, même sans avoir d'enfants, d'avancer dans la vie, c'est qu'on est confiant qu'il y a un avenir. Et l'avenir, finalement, il n'est jamais celui que l'on pense. Et donc, sans être naïf, gardons une forme d'optimisme, à la fois pour les générations futures, mais déjà pour nous. Je pourrais ajouter aussi la préparation, parce qu'en fait, la question n'est pas quand et comment le problème arrivera, mais est-ce que vous serez prêt s'il arrivera? Est-ce que vous aurez les bons réflexes? Est-ce que, du coup, comme vous aurez anticipé et préparé au niveau du RGPD, vous aurez par exemple votre point de contact à appeler? Est-ce que vous saurez clôturer s'il y a un virus qui arrive? Est-ce que vous saurez clôturer pour qu'il n'y ait pas une invasion de tous les PC de votre boîte? Donc, être préparé, avoir un plan de continuité d'activité, je pense aussi que c'est fondamental, et ça fait partie aussi des recommandations de l'ANSSI. Donc, beaucoup de valeurs partagées. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à diffuser cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres entreprises. Elle nous permet de comprendre en fait le point de vue de la justice sur tous ces sujets majeurs. On voit que finalement, vous aussi, vous vous préparez à tout ça. Vous avez rejoint aujourd'hui la Chambre régionale des comptes de la région PACA. J'aimerais connaître votre rôle aujourd'hui au sein de cette chambre. Alors, pour que les auditeurs comprennent, on entend souvent parler de la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes. Déjà, qu'est-ce qu'elles font? Quelle est la différence entre les deux? La Cour des comptes va auditer, va regarder comment fonctionnent les services de l'État régalien. La Chambre régionale des comptes, les chambres régionales, parce qu'il y en a plusieurs en France, vont regarder comment fonctionnent les collectivités territoriales. Et que ce soit Cour des comptes ou Chambre régionale des comptes, elles servent à quoi? À regarder où va l'argent public. Sujet majeur aujourd'hui, comment les impôts sont utilisés, et toute personne, organisme qui utilise une association, par exemple, de l'argent public au titre de subvention, peut faire l'objet d'un contrôle. Et donc, ce contrôle n'est pas dans l'idée de sanctionner. L'idée, c'est d'auditer, de voir ce qui marche pas, et de faire des recommandations à une collectivité, à un service central de l'État, pour améliorer les choses, que ce soit en matière de droit, de commande publique, de RH, ou éventuellement de suivi en matière cyber, puisque des obligations s'imposent, que ce soit au niveau de l'État ou des collectivités. Et donc, c'est vraiment un rôle d'accompagnement
qui peut parfois, lorsqu'il y a des faits véritablement graves, déboucher sur soit des infractions financières ou des infractions pénales qui sont transmises à ce moment-là par voie de signalement au parquet compétent. Merci Monsieur Leonetti. Il est vraiment important pour nous aussi de vous recevoir, et tout ce que vous avez dit est très important parce que on sait qu'aujourd'hui l'état de droit est menacé et vous êtes un représentant de l'état de droit. Nous travaillons aussi pour l'état de droit. Est-ce que vous ressentez ça, cette menace aujourd'hui de l'état de droit, ou est-ce que vous êtes assez serein et confiant justement? Alors, si je vous parlais de sérénité dans le contexte que nous vivons, on pourrait m'accuser d'être hors sol. Je vous dirais plutôt que l'état de droit, je vais partir du concret. On peut parler du rôle des cours suprêmes dans le monde entier, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, Cour de cassation. Moi, je vous parlerai tout simplement de notre vie. Demain, vous allez vouloir inscrire des enfants à l'école. Vous allez vouloir réaliser un permis de construire chez vous. Vous allez vouloir faire quelque chose et puis on va vous dire non, c'est pas possible. Vous allez dire pourquoi? J'ai le droit. Donc, vous acceptez l'état de droit parce qu'il va être le dernier recours pour que vous puissiez exercer votre liberté. Si demain, cet état de droit n'existe plus, ça veut dire que quelqu'un de plus fort que vous, et il y a toujours plus fort que soi, dira non, vous n'allez pas construire à cet endroit parce que c'est moi qui vais y construire. Non, vous n'allez pas placer votre enfant dans cette école parce que c'est mes amis que je vais mettre. Ainsi de suite. Vous êtes une entreprise, l'état de droit, c'est qu'à un certain moment, même si les choses sont perfectibles, vous pouvez vous tourner vers l'État, vers un juge indépendant qui va dire voilà quel est le droit. La décision peut parfois ne pas plaire, mais vous avez ce recours. Aujourd'hui, c'est faire en sorte que les citoyens soient libres et puissent s'exprimer librement. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, pour effectivement rappeler à quel point l'état de droit est important. L'état de droit, effectivement, il est perfectible, on le sait tous. Peut-être aussi que aujourd'hui, on a besoin d'un peu de simplification juridique et administrative, parce qu'effectivement, parfois, l'état de droit et notre droit est perçu, justement, vous parliez de contraintes, comme j'ai pas le droit de faire ça. Dès que je veux entreprendre, je vais avoir ça à faire, et avec une telle inflation législative que parfois on ne sait pas comment s'y retrouver dans une jungle administrative. Nous, on a des clients qui lancent des boîtes, ils nous disent mais c'est extrêmement compliqué. Donc du coup, ils se disent est-ce que je la lancerai pas depuis Dubaï? Donc l'état de droit aussi, et on doit tous faire notre introspection quelque part. On doit aussi œuvrer à la simplification. Les politiques doivent arrêter de faire des lois aussi trop régulièrement sur des sujets qui sont déjà traités par d'autres lois. Voilà. Donc Qu'est-ce que vous feriez, voilà, si vous aviez la totale liberté de mettre en œuvre des mesures, la totalité des pouvoirs, dans le respect des règles, mais si vous aviez, voilà, la capacité ou la possibilité de dire, voilà, ma vision, ce serait de mettre telle et telle chose en place, voilà, pour améliorer les services de la justice, pour améliorer un certain nombre de choses au sein de l'administration. Est-ce que vous avez... ce serait quoi vos mesures prioritaires? Vos mesures prioritaires. Alors la première chose, c'est que je ne resterai pas seul. Et vous citiez la justice, on a des états généraux, ministère de l'Intérieur, justice. Je pense qu'il faut qu'on se parle tous. Vous me parlez IA et faire en sorte que nos métiers puissent prendre une IA peut-être en collectif, qu'on se parle tous parce que, en fait, je partirais du principe que j'ai pas la réponse. Que moi, j'ai une vision, j'ai mon prisme, je vais voir cette tasse de café sous cet angle-là, vous la voyez différemment, eh bien, il faut que je vienne vous voir pour vous dire quelle est votre vision. Et sur chaque sujet, voir un problème à 360. Est-ce que ce serait nouveau ? Peut-être sur la méthode, mais en tout cas sur le fond, il y a des quantités d'études, de rapports. Vous prenez aujourd'hui les présidents de section au Conseil d'État qui ont des idées extraordinaires pour faire avancer le fonctionnement administratif de l'État, extrêmement innovants dans leurs idées. Et donc, ces gens qui sont des experts, des plus grands juristes que l'on connaisse, à la Cour de cassation c'est pareil, Conseil constitutionnel, leur vision aussi est utile. Vous avez des séries d'experts, des séries aussi de non-experts, parce que l'expert ne doit pas être le seul à parler. Et se dire, tout le monde
peut participer sur un sujet. Après, la question est de savoir comment on va organiser la décision, mais c'est de se dire que la solution, elle est peut-être pas si nouvelle que ça. Des propositions, vous parlez de l'inflation législative. Depuis maintenant plusieurs années, je crois que c'est 2008, une étude d'impact est obligatoire pour les projets de loi. On est dans une inflation arrivée, peut-être que l'IA dise attention, vous avez ce texte, il va impacter tel texte, il va être en contradiction avec tel autre. Voilà, des petites mesures, mais est-ce que j'ai en se disant cela une idée nouvelle? Non, d'autres l'ont eu avant moi. Est-ce que justement, pour rebondir, quelque part, on se dit, nous, étant des praticiens du droit, on voit des codes qui sont toujours de plus en plus épais, avec des règles qui sont parfois là, qui s'empilent avec leur lot de contradictions. Est-ce qu'on ne profiterait pas, voilà, de l'arrivée de ces nouvelles technologies pour tout mettre dans une IA, regarder ce qui en sort pour simplifier, améliorer et profiter finalement de ces nouveaux outils pour pour en sortir quelque chose d'un peu plus neuf et d'utile, et pas se retrouver enfermé dans des règles qui parfois empêchent de sortir de conflits ou de litiges compliqués. Alors, la simplification du droit, je vais vous donner un exemple très simple, qui n'est pas réalisé par l'IA, mais par un groupe de travail et une équipe de projet au ministère de la Justice qui vise à simplifier le code pénal et le code de procédure pénale, l'idée étant à droit constant de recodifier les choses pour que les choses soient plus claires. Oui, c'est nécessaire et c'est pour ça que chacun œuvre dans chacun des ministères pour que les choses soient plus simples. Après, je parlais de jungle normative et donc évidemment, quand il y a des choses à ranger, ça prend du temps et puis le rangement, qu'il soit par l'IA ou par l'humain, de se dire quels sont les effets de bord. Je vais avoir un projet de loi ou une proposition de loi sur tel sujet. Est-ce que ça va impacter l'environnement, l'économie? Il y a beaucoup d'effets de bord. C'est pour ça, en fait, derrière, on touche aussi des questions où finalement, rien n'est simple. Et j'en reviens à un propos que j'ai dit aussi pendant ce podcast, c'est que il est très facile de critiquer, mais il est très dur de décider. Et il y a tellement de paramètres à prendre en considération dans une décision, ça ne plaira jamais à tout le monde. Il faut aussi le comprendre. Parfois, je trouve qu'on est extrêmement dur avec les politiques, avec les magistrats, alors que derrière, en fait, déjà, ils ont le courage de faire ce métier parce que faut avoir du courage et si on n'a plus de magistrats ou si on n'a plus de politique, bah, quelque part, on va avoir du mal à fonctionner. Voilà, on peut émettre des critiques qui peuvent être positives pour faire avancer le débat public, mais derrière, il faut reconnaître l'importance de ce travail et finalement être avec une certaine bienveillance parce que c'est pas forcément simple d'exercer et chaque décision qu'on prend effectivement a des impacts sur des personnes. Donc voilà, c'est très difficile de se positionner. J'aurais voulu aussi vous demander une question peut-être un peu plus personnelle. Est-ce que vous avez connu dans votre parcours professionnel un clash qui vous a fait prendre conscience de certaines situations, de certaines limites, et en avez-vous fait pour reprendre la thématique de notre podcast, un cash, dans le sens où vous en avez tiré parti et vous avez pu transformer, amener une situation peut-être douloureuse, peut-être pénible, vers quelque chose qui vous a fait grandir ou quelque chose qui vous a permis de transformer une situation et d'aller au-delà. Je vais être très cash. Le clash, je l'ai vécu plusieurs fois, c'est la mort. Voilà. Être confronté à la finalité ultime. Alors, je parle pas au niveau personnel, je parle au niveau professionnel. Toutes les circonstances aujourd'hui de décès, je les ai quasiment vues. Jeune, moins jeune, très jeune. Et évidemment, ça vous relativise. Donc, le cash que j'en ai retiré au sens métaphorique du terme, c'est le sens. Voilà, quel sens je donne à ma vie. Et ma vie n'est pas moi. C'est pour ça que votre question, qu'est-ce que je ferai moi ? Moi, dans quelques temps, je serai plus là. J'espère le plus tard possible, hein, mais dans quelques temps, je serai plus là. Donc voilà, le clash, c'est de se dire,
quel sens je donne à ma vie et est-ce que je veux aller vivre au paradis tel qu'il est décrit sur les réseaux sociaux avec des voitures de luxe, etc. Oui, peut-être. Ou est-ce que je veux aider les autres? Voilà. Mon sens, il est là. Il y a les malfaiteurs, il y a les bienfaiteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci monsieur. Merci. Et merci d'être un bienfaiteur. Et vous également. Ça s'est bien passé pour vous? C'était très agréable de répondre à vos questions et de pouvoir échanger de manière très libre avec vous. Merci. C'est important, je trouve, d'avoir plus d'échanges entre magistrats et avocats. C'est fondamental.